Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que ces 24 heures, ce marathon des webinars concernant l'expérience collaborateur se passe bien. Je suis très heureux de vous accompagner pour pas la pause déjeuner, mais juste ce qu'il y aura avant, donc puisqu'il est midi. Et je suis encore plus heureux, bien entendu, d'être ici avec Antoine. Antoine, je te propose de commencer par te présenter déjà toi. Super. Bonjour à tous. Bonjour David. Donc moi aussi, je suis ravi d'être là. Je suis directeur du coup de la communication interne et de la marque employeur chez U Enseigne, qui est une des entités du groupement coopératif des magasins U, qu'on aura l'occasion de découvrir juste en introduction pour que vous puissiez justement dans le contexte ce qu'on va vous raconter et quelles sont les bonnes pratiques que je vais pouvoir évoquer et qui ont été mises en place au sein de notre entreprise. Et donc effectivement, l'objectif, c'est de parler de l'expérience collaborateur au cœur de la transformation qu'on a justement opérée au sein de cette entité. Et c'est un plaisir parce que en plus, l'effet un peu bonus qu'il faut que vous compreniez pour ceux qui découvrent, c'est que avec Antoine et avec Enseigne Coopérative, c'est une collaboration et vous allez voir dans le témoignage qui est pas la première itération. Donc vous allez aussi bénéficier de ce retour d'expérience un peu sur la durée. Et ça, c'est particulièrement précieux parce qu'il n'y a pas de miracle. Les choses ne se font pas, on va dire, en une seule fois et l'expérience collaborateur s'améliore de manière continue. Il y a tellement de facettes à améliorer. On va en creuser quelques-unes justement. Donc moi, je suis David Diocho, je suis directeur général de Zest, qui est donc un partenaire du Enseigne Coopérative justement sur l'amélioration de l'expérience collaborateur. J'aurai l'occasion à la fin de vous expliquer ce que l'on fait, mais pour résumer, on est un expert, une solution d'engagement collaborateur qui aide les entreprises et de toute taille, de tout secteur, et dont le retail qui est aujourd'hui le secteur d'activité sur lequel vous allez avoir un terrain d'expérimentation, de retour d'expérience plutôt très intéressant. Alors pour ce webinaire, on va zoomer sur trois sujets un peu qui ont cristallisé sur ce retour d'expérience. On va vous montrer, vous démontrer très concrètement pourquoi et comment l'expérience manager est un levier essentiel dans l'expérience des collaborateurs. On va aborder un maillon qui est clé dans la chaîne de l'expérience collaborateur, qui est l'intégration, l'onboarding. Et c'est quelque chose qui ne vous surprend pas, mais vous verrez que ça a été particulièrement de manière intéressante identifié dans l'expérience qu'on va partager avec Antoine. Et puis enfin, on va prendre un peu de recul avec cette retour d'expérience sur l'intérêt, l'utilité de la data au service justement de l'amélioration continue de l'expérience collaborateur. Mais avant, alors, je pense qu'on a tous été dans vos magasins, Antoine, mais on va quand même essayer de se rappeler un peu ce que c'est. Et pour se mettre un peu dans l'ambiance, si j'y arrive, je vais zoomer sur une petite vidéo que tu nous as partagée. C'est bien parce que je pense que c'est aussi pour voir très concrètement votre communication externe. Et moi, ce que j'ai noté, ce que je trouve génial, c'est que on le voit, vous mettez en avant vos collaborateurs. Parce que c'est un métier de service vraiment important, mais pas seulement. Et cette vidéo le montre très bien. Nous sommes fiers d'être fiers d'être des commerçants libres et indépendants. Fiers de notre coopérative qui nous réunit. Fiers de pratiquer un commerce qui nous rassemble. Un commerce à visage humain. Nous sommes fiers de nos racines. Fiers de porter haut et fort la voix des territoires. Fiers de contribuer au développement des producteurs et artisans de nos régions. Fiers d'être des partenaires des associations de nos villes et de nos villages. Nous sommes fiers de notre marque, de ces produits qui permettent chaque jour à des millions de Français de manger plus sain. Fiers de donner chaque jour une place plus importante au métier de bouche dans nos magasins et fiers aussi de former des centaines de jeunes pour qu'ils deviennent des bouchers, des poissonniers, des boulangers qui aiment leur métier. Nous sommes fiers de nos prix parce qu'ils sont justes pour nos clients comme pour les producteurs. Nous sommes fiers d'être au plus près de nos clients, pas seulement près de chez eux, mais surtout près de leurs attentes, de leurs envies, de leurs besoins. Fiers de vouloir être chaque jour le commerçant préféré de nos clients. Nous sommes fiers d'être plus que jamais à leur côté pendant cette crise, pour défendre leur pouvoir d'achat. Fiers d'être là aussi pour nos éleveurs et pour nos producteurs, en privilégiant toujours plus les produits français et locaux. Fiers de nos collaborateurs en première ligne, qui ont prouvé tout leur courage.
Fiers de notre modèle coopératif qui a prouvé toute sa pertinence. Grâce à lui, nous pouvons nous engager toujours plus sur le chemin du mieux consommer, en renforçant plus que jamais notre combat pour l'ultra-local, en affirmant plus que jamais notre confiance en notre marque et en ses produits. Nous sommes fiers de nos valeurs, qui sont aussi celles de nos clients. Grâce à elles, nous pratiquons un commerce différent, un commerce autrement. Bon, on est dans l'ambiance, hein, et puis on voit on va dire, cette porosité, on va dire, formidable entre une communication, on va dire, business, produit, et une communication RH. Et Antoine, tu peux peut-être nous en parler en nous expliquant effectivement un peu plus ce qu'est Enseigne, peut-être avec quelques indicateurs qui mettent un peu l'humain, on va dire, au cœur. Merci David. Ouais, effectivement, moi ça me paraissait important de vous expliquer avec cette vidéo ce qu'on défend en termes de commerce. Donc U, c'est une coopérative qui regroupe des chefs d'entreprise indépendants. On a à peu près 1700 magasins qui sont répartis essentiellement en France et puis un petit peu à l'export dans le territoire francophone. On est quatrième acteur de la grande distribution en France, effectivement, et on valorise un commerce autrement, un commerce qui défend des valeurs et surtout des valeurs humaines. Ce qui se projette vraiment aussi dans l'expérience collaborateur, puisqu'effectivement, ce qu'on défend en externe et le service qu'on apporte aux clients, on le fait aussi auprès de nos collaborateurs. Et donc, pour accompagner justement l'ensemble de ces 1700 magasins et de ces chefs d'entreprise, on a construit différentes entités, dont la première qui est U-Enseigne coopérative, qui est justement là pour fournir aux associés l'ensemble des moyens, des outils pour permettre à chacun de développer leur commerce. Donc, c'est là où on retrouve l'ensemble des fonctions support, marketing, RH, finance, achat, enfin voilà, toutes les fonctions qui sont au service du commerce des associés. Et donc, au sein de cette entité Enseigne, on a 2400 collaborateurs qui sont répartis sur 5 sites, à Rungis, à Caen, à Mulhouse, à Carquefou et à Vendargues, à côté de Montpellier, qui représente du coup 2400 personnes. C'est l'objet en fait du terrain de jeu qu'on a utilisé pour ce retour d'expérience, puisque c'est au sein de ces équipes qu'on a justement utilisé la démarche ZEST et la démarche de l'expérience collaborateur, puisqu'on est parti en fait d'un constat et surtout d'une transformation qui a été opérée il y a quelques années, qui était la fusion de ces 5 entités. Donc, on était auparavant, comme vous l'avez vu dans le schéma précédent, 4 coopératives régionales qui ont fusionné pour finalement en créer une seule, U-Enseigne coopérative. Et donc, avec effectivement un projet à construire ensemble, puisque ces 5 entités fonctionnaient de façon complètement autonome, et il a fallu les mobiliser autour d'un projet commun et réfléchir ensemble à justement la direction qu'on voulait donner et quelle était la contribution de ces 2400 personnes au service du projet de U. Et pour le faire, on a voulu vraiment, encore une fois, le faire dans une démarche de co-construction, et on a commencé par écouter les collaborateurs dans une démarche qu'on a appelée Canditu, qui a pris la forme d'un baromètre interne qu'on a lancé il y a quelques années, qui nous a permis justement d'évoquer l'ensemble des préoccupations majeures de nos collaborateurs, structurées autour de différentes thématiques qu'on abordera juste après, avec un focus clé autour du manager, puisque dans le cadre de nos effectifs, on a environ 25% des collaborateurs qui sont managers, donc ça représente à peu près 550 personnes. Et on a voulu justement vraiment valoriser l'expérience manager pour répondre aux préoccupations majeures qui ont été remontées par les collaborateurs. Est-ce que tu peux peut-être nous dire, est-ce que c'était une première chez vous de faire ce genre d'opération, de baromètre? Parce que c'est souvent, enfin de moins en moins souvent, mais il y a encore des cas où il y a des organisations, des RH qui l'ont peut-être fait une fois il y a 2, 3 ans, 4 ans. Enfin, quelle était un peu votre ligne de départ? Vous étiez bien entraîné, une habitude, ou est-ce que c'était quelque chose qui était plutôt nouveau? Ah non, c'était carrément nouveau. En fait, on a lancé cette démarche. Alors, ça remonte maintenant, hein, mais justement, l'objectif, c'est d'avoir un vrai retour d'expérience. Donc, on l'a lancé en 2020, cette démarche Canditu, justement parce que on avait cette fusion qui venait d'avoir lieu, et on avait justement envie vraiment de prendre le pouls des équipes pour entrer dans une démarche de co-construction et de partir des réactions des collaborateurs, de ce qu'ils vivent sur le terrain et au quotidien, pour vraiment écrire l'histoire qu'on va partager ensemble.
et répondre à leurs préoccupations. Depuis, chaque année, ce baromètre a été ritualisé et institutionnalisé. Donc, chaque année, on reprend la parole, en tout cas, on redonne la parole plutôt aux collaborateurs dans cette démarche Conditu. Alors, on se rappelle, hein, ça nous paraît il y a peut-être longtemps, mais il y avait les deux effets qui se coulent, hein. Il y avait, dans le contexte, il y avait cette fusion et il y avait la Covid avec les confinements, voilà, qui touchaient tous les secteurs et en particulier le retail. Et c'était très bien rappelé dans la vidéo, hein. On les a particulièrement appréciés comme première ligne disponible quand on avait cette situation. Donc voilà, n'hésitez pas dans votre cas, dans le chat, hein, à poser vos questions comme ça vous a été proposé. Et puis à nous dire si vous faites ce genre de choses aussi chez vous. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à partager vos expériences, on sera ravis. Je propose qu'on continue dans cette capitalisation de ce retour d'expérience qui est très précieux, je pense, pour la communauté RH, et c'est de commencer par la première thématique de leçon, on va dire, qu'on tirer de cette expérience, c'est l'importance de l'expérience manager, et tu vas nous en parler de manière très concrète et très intéressante. Je voulais juste, en introduction, en lien, dire et rappeler que c'est vraiment important sans avoir l'objectif de se dire que tous les managers sont des RH, hein. Il y avait un bouquin qui avait fait un peu de bruit et qui est toujours dans nos mémoires pour certains, que c'était tous des RH. La réalité, c'est quoi? Quand on parle d'engagement de collaborateurs, c'est qu'une très grande part des leviers d'engagement sont directement ou au minimum indirectement influencés de manière positive, neutre ou négative, par les managers de proximité en particulier, mais pas seulement, bien sûr. Et donc, l'enjeu là, c'est de mettre les enjeux RH au cœur du management ou des populations managériales, ont parfois, souvent, en général, la pression du résultat, hein, économique, de performance. Et donc, la notion de performance humaine, c'est des choses qui sont un peu plus récentes dans la grande majorité des entreprises. Et ces démarches-là s'inscrivent dans cette reconnaissance de l'importance du facteur management dans l'expérience de collaborateur et de l'engagement. Et bien entendu, de voir comment on peut la professionnaliser, l'équiper. Et c'est ce que tu vas nous expliquer par rapport à votre retour d'expérience. Ouais, tout à fait. Donc pour en revenir effectivement à cette démarche Conditu, donc je l'ai évoqué, ça fait maintenant 4 ans que on a ritualisé ce dialogue avec les collaborateurs. L'enquête, on l'a construit autour de 3 thématiques majeures qui sont la satisfaction à travailler chez Enseigne, la vision de l'entreprise, comment est-ce qu'elle a été partagée, est-ce que je l'ai comprise, est-ce que j'y adhère, ce qui est très important justement pour rentrer dans cette démarche collective, la relation avec le manager, et la dernière thématique était autour de la carrière et des conditions de travail. Quand on a réalisé la première enquête, on s'est rendu compte que les pratiques managériales étaient très hétérogènes. On avait des managers qui, suite à la fusion, ont pris de grosses équipes, ont eu de nouvelles responsabilités, étaient plutôt sur des schémas d'experts et pas forcément sur des schémas de managers. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un sujet autour de comment est-ce qu'on développe cette expérience manager, comment est-ce que finalement on accompagne le développement des pratiques managériales. Avec finalement un objectif clé et le point de départ de l'ensemble de cette démarche qui était lancer une nouvelle culture managériale qui est propre à cette nouvelle entité Enseigne coopérative. Et donc, c'est la démarche qu'on a appelée le programme PEPS. Alors, PEPS, chez nous, c'est pas juste un jargon, c'est un acronyme aussi qui veut dire passionné, engagé, professionnel et sympa. C'est finalement les valeurs qui guident l'ensemble de nos actions, que ce soit d'ailleurs pour les collaborateurs qui sont dans les établissements, donc ce qu'on peut appeler les sièges, on n'aime pas dire ça, mais bon, dans les établissements, mais aussi pour les collaborateurs qui sont en magasin et qui sont auprès des clients. Mais c'est aussi le canevas des attendus, à la fois des collaborateurs, mais aussi des managers. Et donc, pour justement essayer d'écrire et puis d'expliquer cette nouvelle démarche aux managers, on a construit et rédigé une charte managériale. On l'a pas fait tout seul, on l'a vraiment fait avec l'ensemble des managers. Alors, pas les 550, mais on a essayé d'avoir un panel représentatif de l'ensemble des directions, des métiers, des établissements, des sites, pour que ce soit vraiment au plus proche de la réalité de leur quotidien. Et cette charte, elle présente à la fois les attendus du manager PEPS sur l'ensemble des valeurs, sur les 4 valeurs. Qu'est-ce que ça veut dire être professionnel dans son management? Qu'est-ce que c'est qu'être sympa? C'est peut-être même d'ailleurs la valeur la plus compliquée à expliquer. Voilà, et surtout sur les 4 valeurs, on a essayé d'écrire quels étaient les attendus du manager. Et on a aussi dans cette charte
et inscrit les rituels managériaux qui sont indispensables à animer auprès des équipes. Et ça passe par le point individuel régulier que le manager doit avoir avec son collaborateur, jusqu'à la co-construction de la feuille de route, en mettant aussi à disposition des managers les outils qui lui permettront de la co-construire, de la rédiger, de la partager, de l'inscrire aussi dans les objectifs du collaborateur pour qu'il puisse comprendre quelle est sa contribution à finalement l'ambition de la direction et l'ambition de l'entreprise. Mais aussi par des moments plus informels de convivialité. C'est aussi un sujet important et de célébration des succès, des réussites de l'équipe. Donc l'ensemble de ces rituels sont inscrits dans cette charte qui est partagée, qui est animée, qui est mise à jour régulièrement parce que la vie de l'entreprise évolue, les attendus évoluent et donc on a voulu justement la mettre à jour et surtout faire en sorte que ce soit un outil pratique avec à l'intérieur de cette charte des outils qu'on leur met à disposition. Petite question pour toi, à brûle pour point, comme on dit. Est-ce que dans justement cette collecte de feedback, hein, globalement, qu'en dis-tu? Est-ce qu'il y a eu justement des choses qui vous ont alimenté sur le design initial? Parce que il y a souvent ce phénomène de tour d'ivoire, hein, quand on fait des chartes, des valeurs, etc. Donc, est-ce que ça a été justement un moyen, comme tu le disais, d'être, on va dire, à l'échelle de votre organisation? Et y compris avec les, entre guillemets, clients internes du management, pas seulement les managers représentants. Tu vois, quelque chose qui est intéressant par rapport à une approche plus tradie, on va dire ça comme ça, en vase clos. Ouais, je peux citer deux exemples. Le premier, quand on a justement réalisé ce baromètre, on s'est rendu compte qu'il y avait un sujet de reconnaissance, et notamment vis-à-vis justement des succès, des réussites qui sont pas forcément célébrés, pas suffisamment marqués. Les collaborateurs avaient le sentiment, au-delà de la reconnaissance salariale, qu'ils n'étaient pas forcément reconnus sur les résultats qu'ils obtenaient et les résultats qui étaient finalement des succès à célébrer dans l'équipe. C'est la raison pour laquelle justement on a inscrit un rituel dans la charte managériale pour faire en sorte que le manager prenne le temps avec l'équipe de célébrer les succès. Et après, on a simplement donné un canevas et c'est finalement le manager qui a proposé des idées, des façons de faire. On a par exemple des équipes, des managers d'équipe qui ont ritualisé ce moment chaque semaine, le point du lundi matin qui permet de faire voilà, l'exhaustivité des sujets en cours de la semaine passée et puis de celle qui va arriver, d'avoir un moment où chaque collaborateur dans l'équipe se partage un succès dont il est fier, une réussite qu'il a réussi à mettre en œuvre la semaine passée pour vraiment renforcer justement cette idée de célébration des succès. Et le deuxième sujet qui est plus global, on s'est rendu compte qu'on avait un sujet de transversalité. Je vous ai pas présenté l'exhaustivité de nos entités, de notre structure juridique, mais elle est assez complexe. Le fonctionnement d'une coopérative a plein d'atouts et de bénéfices. Mais voilà, après, on est dans une entreprise qui appartient à 1700 associés, avec du coup autant d'instances qui régissent la vie de l'entreprise et autant d'entités qui sont parfois assez silotées entre les collaborateurs qui travaillent plutôt sur la logistique, ceux qui travaillent plutôt sur l'informatique ou d'autres thématiques. Et donc, ce sujet de transversalité était vraiment majeur et chacun avait pas forcément conscience des objectifs, en tout cas des directions que prenait chacune des activités. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a voulu vraiment faire en sorte que le manager prenne le temps de construire sa feuille de route et surtout la partage et l'anime. Et ça, on s'en est rendu compte que c'était un sujet quand on a justement analysé les résultats de l'enquête. Et pour donner un exemple d'action qu'on a mise en œuvre, maintenant, chaque mois, on a une direction, donc un manager et son équipe, qui viennent présenter aux yeux de tout le monde dans un webinaire qui est ritualisé tous les mois, qui s'appelle le U-Expresso pour la pause café enrichissante, et qui vient présenter sa feuille de route à l'ensemble des collaborateurs pour que chacun puisse comprendre quels sont les sujets qu'ils opèrent, quels sont les projets qui sont gérés par cette équipe et se dire, il y a peut-être des liens que je peux faire moi avec mon équipe. Top, je pense que c'est des réponses concrètes aussi pour Priscilla qui posait la question des actions sur l'expérience manager. Et on le voit, hein, l'expérience manager, c'est une grande partie, c'est comment j'interagis avec mon équipe. Et on voit qu'il y a des, on va dire un socle commun, comme tu l'as évoqué avec PEPS, qui bien entendu vont structurer pour tous les managers cette expérience. Mais c'est un point qui est vraiment important et dans votre culture, ça l'est bien entendu. Il faut une localisation, on va dire ça, parce que chaque manager a son style, chaque équipe a ses contraintes ou ses spécificités. Et comme j'aime bien aimer que tu dis que quand tu donnes un cap, après le comment on y arrive, c'est aussi à la maille des organisations pour le faire.
Donc, et je crois qu'il y a aussi des résultats concrets que vous avez pu mesurer parce que c'est ça qui est intéressant quand on mesure régulièrement, c'est d'avoir ce suivi de l'impact de ce qu'on fait. Exactement. Et ça, c'est clé. La régularité de l'enquête, elle est vraiment clé parce qu'on ne peut pas s'attendre à justement faire simplement une enquête, mettre en place un guide et puis s'attendre à ce que les managers aient compris le cap et l'animent au quotidien. Nous, on a vraiment envie de justement prendre le temps d'écouter les équipes de façon fréquente. Et donc, à récurrence annuelle, ces enquêtes ont permis aussi de montrer quels étaient les points à corriger dans les attendus du manager pour faire à la fois évoluer leurs compétences, les faire grandir et améliorer l'expérience manager. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a mis en place un plan de formation autour de PEPS qui a été co-construit encore une fois avec les managers, qui est vraiment à but pratico-pratique. Ça mêle à la fois de la théorie sur des grands enjeux qui sont en lien avec ce qu'on a pu entendre des résultats des enquêtes Canditu, et puis de la pratique et aussi des ateliers de co-développement. Ça, c'est pareil, c'est un sujet qu'on a pu voir quand on a analysé les résultats de l'enquête. On s'est rendu compte que les managers mettaient en place plein de bonnes pratiques, elles n'étaient pas forcément partagées et que pour beaucoup, ils avaient des problématiques communes et une façon de les adresser différente et qui pouvaient grandir en s'enrichissant mutuellement des pratiques qu'ils ont mis en place. Et donc, ces modules qui sont proposés dans le parcours de formation, c'est un parcours de formation qui dure sur 24 mois. Donc, l'entreprise a vraiment investi de façon conséquente sur la chose pour, par exemple, traiter de la thématique de la délégation, de la responsabilisation, des réflexes de collaboration transverse, de la prise d'initiative, aussi comment est-ce que je manage la diversité des profils dans l'équipe. Voilà, tous ces sujets sont des thématiques qu'on a intégrées dans le programme de formation en se basant encore une fois sur les résultats du baromètre qu'on a mis en œuvre. Et effectivement, les résultats sont là. Donc, on a quelques exemples qui sont affichés sur le slide, mais déjà un premier score qui est pas inscrit sur le slide, sinon c'est trop facile. C'est un score qu'on suit de façon assidue depuis 4 ans. C'est le score INPS, le Employee Net Promoter Score, qui est finalement la réponse à une question assez basique. Est-ce que vous recommanderiez l'entreprise pour travailler à un de vos proches, avec une note de 0 à 10 qui nous permet de calculer un score en fonction du taux de promoteurs et de détracteurs. Je pense qu'on en reviendra en détail plus tard. Et sur la population managériale, le score INPS est de 60,66, ce qui est énorme pour une population, avec un taux de participation à l'enquête qui dépasse les 95%. Donc, on a 95% des managers qui ont répondu à l'enquête, 88% pour les collaborateurs. Donc, on se base vraiment sur des KPI qui sont solides et qui ne sont pas juste le fruit de quelques personnes qui ont vraiment voulu prendre part à l'enquête. Après, il y a d'autres sujets aussi. On le voit là, on a amélioré fortement le soutien et la confiance de la part du manager. Les collaborateurs, ils ont noté le soutien du manager à 7,8 sur 10 en 2024, en progression effectivement de 3 points. Et sur les rituels justement qu'on a mis en œuvre au sein de la charte, on se rend compte que près de 80% des collaborateurs sont satisfaits des points individuels réguliers qu'ils ont avec leur manager et 86% des points collectifs. Donc voilà, encore une fois, on a identifié les thématiques sur lesquelles on voulait travailler, on a mis en place des plans d'action et derrière, on a validé la pertinence ou pas des plans d'action avec l'enquête ZEST. Tout ça de façon linéaire en s'appuyant sur cette récurrence et cette fréquence annuelle. Bravo pour cet exemple. Je pense qu'il y a des félicitations de partage. Je pense que c'est vrai que c'est des beaux scores, c'est des belles améliorations, c'est beaucoup de travail et c'est une constance, voilà, dans ce que tu dis, très 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 bien, avec un équipement, on va dire ça comme ça, hein, qui est effectivement d'irriguer les décisions, les diagnostics avec de la donnée. On y reviendra tout à l'heure. Un autre élément un peu spécifique, et puis on prendra les questions à la fin de toute façon, vous inquiétez pas pour celles et ceux qui en ont encore, sur ce qu'on vient de dire. Ok, l'expérience collaborateur, il y a un début et une fin, voilà, elle peut être plus ou moins courte et en général, quand on recrute quelqu'un, on a plutôt envie que ça dure assez longtemps, hein, et l'une des craintes, c'est le fameux turnover des nouveaux arrivants. Des gens qui partent alors de manière subie pour l'entreprise après dans cette phase ou pendant cette phase très délicate. Psychologiquement, il y a des études d'ailleurs qui ont étudié le stress psychologique de cette phase d'onboarding. Il est
élevé. C'est-à-dire qu'il faut bien vous convenir que même s'ils font bonne figure, ils sont super stressés quand ils arrivent dans un nouvel environnement, donc il faut faire bien les choses, il faut apprendre plein de nouvelles choses, etc. Donc il faut, même si ça se voit pas, et si c'est pas explicite, parce que voilà, c'est encore un peu nouveau pour eux dans la relation avec les autres, eh bien, il faut comprendre qu'ils sont stressés. Et en plus, le bénéfice, c'est si vous améliorez cette étape clé de cette chaîne de l'expérience collaborateur, les bénéfices sont importants. C'est-à-dire que vous avez une prise de fonction, de première fonction qui va être beaucoup plus efficace, beaucoup plus donc avec une meilleure productivité. Et puis, comme on l'évoquait, il y aura plus de fidélité. Et en particulier à cette étape clé. Et justement, cette étape un peu d'intégration, ça a été un sujet qui est sorti de cette cartographie de votre organisation humaine au travers de Canditu. Tu vas nous en parler. Ouais, tout à fait. Donc déjà, peut-être un élément de contexte. On a un taux de turnover au sein de l'entreprise qui est assez bas. Donc je parle vraiment de Enseigne, hein, des 2400 collaborateurs dont on parlait, dont on parle depuis le début, pas à l'échelle de la coopérative et des 73 000 collaborateurs, puisque dans un magasin, le taux de turnover, il est plutôt de 20%, ce qui est la moyenne de la grande distribution. Au sein de Enseigne, on est à 7%. Donc c'est vraiment très bas. En revanche, sur le taux de turnover des nouveaux entrants, on était plutôt à 18 fin 2022. Donc il y a un vrai décalage entre les deux. Et donc on a voulu justement analyser les raisons qui expliquaient pourquoi est-ce qu'on avait un taux de turnover assez haut pour ces nouveaux entrants. Et quand on a analysé les résultats de Zest, la particularité de ce baromètre, c'est qu'on a justement des attributs hyper fins sur les répondants, tout en conservant évidemment l'anonymat et la confidentialité des réponses. On a un seuil de confidentialité qui est assez haut, justement pour permettre aux collaborateurs de s'exprimer. Et on s'est rendu compte, en analysant les réponses, qu'on avait un taux d'inflexion, un point d'inflexion, qui était à 6 mois. Donc, c'est-à-dire qu'à 6 mois de vie dans l'entreprise, on voyait que sur certains indicateurs, les scores baissaient. Donc, on s'est dit, bon, il faut vraiment qu'on comprenne aussi, aussi pourquoi. Et donc, on avait surtout envie d'améliorer ce score-là et de mettre en place les plans d'action qui étaient nécessaires pour y répondre. Et on l'a fait de deux manières. La première, on a inscrit de façon individuelle, on a inscrit dans les critères bonificateurs de l'intéressement l'amélioration du taux de turnover. Pourquoi? Parce que on voulait pas prendre simplement nous en tant qu'entreprise la responsabilité d'améliorer ce taux de turnover, mais on s'est dit que c'était important que chacun en ait la responsabilité, qu'on soit d'ailleurs manager ou collaborateur. C'est à chacun dans son rôle de pouvoir accompagner au mieux le nouvel arrivant dans l'organisation. Et ça nous a vraiment permis d'appuyer ce message de responsabilisation. Et collectivement, on a effectivement revu le schéma d'intégration avec des temps d'échange qui sont maintenant ritualisés à chaque arrivée d'un collaborateur à l'entreprise. Il a une présentation évidemment de l'entreprise, un moment qui se veut aussi en convivialité avec les autres nouveaux arrivants dans l'organisation. On lui présente, on lui fait visiter un magasin pour qu'il se rende compte aussi de la réalité qui est vécue par les collaborateurs en magasin. On lui fait visiter un entrepôt. Voilà, on a différentes choses qui sont inscrites dans ces moments d'intégration. Et puis, on a aussi digitalisé une partie des étapes du recrutement, de l'intégration, que ce soit en pré-boarding ou en onboarding. On est en train de travailler sur l'offboarding aussi. Mais sur cette partie intégration, voilà, on a travaillé sur la digitalisation. Pourquoi? Pour essayer de réduire le nombre de tâches un peu chronophages du manager et lui laisser vraiment du temps de qualité dans les tâches qui sont importantes, à savoir la mise à disposition des outils, la planification des premiers rendez-vous avec les contacts clés. On a aussi mis en place un dispositif de parrain-marraine pour aider le collaborateur dans ses premières questions pratiques. Donc voilà, on a renforcé en enlevant cette partie un peu chronophage et administrative des étapes d'intégration, on a renforcé le temps qualitatif que le manager peut attribuer à son nouveau collaborateur. Et ça a payé. C'est-à-dire que vous avez mesuré cet ensemble d'actions pilotées et identifiées grâce à l'analyse des résultats. Ça a apporté des bénéfices. C'est-à-dire que c'est ça qui est intéressant. Oui. On a baissé de 4 points le taux de turnover des nouveaux entrants. Et dans l'enquête qu'on a réalisée, là, c'est tout frais puisque ça date de début d'année, on s'est rendu compte que ce point d'inflexion à 6 mois, et même sur les premiers 18 mois, il n'existe plus. Donc, il y a plus ce score qui diminuait à l'arrivée des nouveaux collaborateurs. Donc, effectivement, on peut se dire que à la fois individuellement et collectivement, on a corrigé le tir.
Ouais. Et ça sera bien sûr monitoré dans le futur. Il y a une question de Karine qui posait la question comment vous définissez les nouveaux arrivants. Nous, ce que l'on fait en tout cas, et ce qu'on aide nos clients à faire grâce à l'analyse des données, comme tu le disais, qui est très fine dans Zest, bah, c'est pas de se donner forcément des barrières a priori. C'est de bien voir tout, évidemment, le cycle de vie. Et donc, dans l'analyse, on peut voir ceux qui sont là depuis 1 mois, ceux qui sont là depuis 3 mois, 2 mois, 6 mois, 4 mois, pour identifier justement ces points d'inflexion que tu évoques. On a un client, par exemple, récemment, qui a découvert que le point d'inflexion, c'est 10 mois. En gros, ça tombe en général plutôt à la fin où on commence à se dire c'est quoi mes objectifs pour mon poste et avec notamment une discussion sur les premières augmentations. Donc, je pense que ça va dépendre effectivement du contexte et c'est ça l'intérêt de l'analyse de la donnée. Je vous propose de continuer et puis on reprendra, n'hésitez pas encore à alimenter avec vos questions la suite. On a vu que le onboarding était vraiment, enfin, on sait tous que c'est le maillon clé, mais il peut y avoir d'autres maillons. Enfin, il peut y avoir le maillon des prises de poste mobilité interne. Il y a quand on ça fait un peu en carrière, un peu 3-4 ans, qu'on est un peu dans le même poste, et donc dans Zest, concrètement, vous pouvez mettre ces informations qui viennent du SIRH, et on va pouvoir analyser, voir par rapport à la durée de tenue de poste, concrètement, s'il y a une corrélation voilà, et des éléments un petit peu clés y compris sur les positions de management, parce que ça peut être aussi un angle qui va être intéressant, que les primo-managers, on sait que le management, c'est pas facile. Est-ce que les primo-managers sont particulièrement, on va dire, exposés à la fois à des scores plus délicats perçus par leurs collaborateurs, mais aussi eux-mêmes en tant qu'expérience collaborateur, est-ce qu'il y a des choses qui sont plus délicates? Est-ce que l'accompagnement des primo-managers est à la hauteur? Euh, Globalement, ce qu'on a vu, et ce que tu as parfaitement démontré sur l'expérience manager et sur le onboarding, c'est que ça démontre le bon vieil adage de on ne manage que ce qu'on mesure et que la fonction RH ne doit surtout pas faire de complexe et avoir la collecte de ces données qui sont autres que l'effectif et le budget et ne pas les utiliser uniquement pour des dialogues sociaux, on va dire, ou des reporting. C'est des vrais éléments qui vont déclencher des discussions qui vont être très profitables parce qu'elles vont se traduire en action, en consensus et, comme on l'a vu déjà, en impact. Et certaines études ont montré que, en gros, pour les entreprises qui ont ce cycle d'amélioration continue, on le voit sur votre performance, eh bien, quand on mesure et deux, on agit, parce que la mesure ne suffit pas, c'est très clair, ça peut même être contre-productif. C'est-à-dire que, on le voit, les entreprises qui ne font pas d'action derrière la mesure, en général, quand ils refont une mesure, ils se prennent un petit effet boomerang en disant ok, ça servait à quoi concrètement. Donc c'est vraiment important d'associer les deux. Et en gros, le delta entre des organisations qui le font bien et qui le font moins bien, ça peut être 66% de plus d'engagement, donc ce qui est bien sûr très impactant pour le bien-être de vos collaborateurs et pour la performance de votre entreprise. Alors, tu vas nous donner d'autres exemples justement d'utilisation de finalement cette mine d'or dans la donnée collectée via Zest qui a été utilisée par toi, par tes équipes, et aussi par les managers. Tout à fait. Effectivement, la data, c'est hyper précieux et vous l'avez vu, en fait, on s'est basé sur celle-ci pour identifier et construire ensemble des plans d'action qu'on a menés. Je pourrais citer un autre exemple justement sur l'identification de certaines problématiques. Donc déjà, nous, sur le score INPS, on ne s'attache pas simplement à la note globale qu'on reçoit, même si effectivement, on est très fiers de l'avoir progressé de plus 15 entre 2021 et 2022 à plus 16 entre 2022 et 2023. Donc, on n'arrête pas d'augmenter ce score, ce qui est plutôt bon, et on le verra tout à l'heure, c'est un élément de fierté des collaborateurs et des managers. Mais aussi, on a regardé aussi dans la population des détracteurs, avec l'aide de Zest, quelles étaient les raisons qui faisaient qu'un collaborateur était plutôt dans justement la population des détracteurs ou la population des promoteurs pour anticiper les plans d'action plutôt globaux à l'échelle de Janssen qu'il fallait mettre en œuvre pour faire passer cette population de détracteurs plutôt à des promoteurs. Et puis, étant donné qu'on a effectivement une finesse dans l'analyse, on a pu se rendre compte qu'il y avait parfois certaines problématiques sur certaines populations. Et on avait notamment un sujet de reconnaissance salariale sur les populations employées agents de maîtrise.
sur certains échelons de ces deux populations, ces deux collèges. Et ça nous a permis justement de revoir certains critères dans les négociations annuelles obligatoires, donc dans les NAO, notamment de relever le plafond de l'abonnement de l'entreprise dans l'intéressement. Et puis aussi, on a rajouté récemment une prime sur objectif pour les populations agents de maîtrise, en se disant justement que ça pouvait répondre à une préoccupation qui était remontée sur la reconnaissance salariale. Voilà, donc ça, c'est un vrai sujet, effectivement, de comment est-ce que je viens chercher, en fonction des résultats de l'analyse, des problématiques identifiées à certaines populations. Après, on a voulu aussi rendre le collaborateur non pas spectateur de la restitution à la fois de l'analyse et des plans d'action à l'échelle de Enseigne, mais aussi acteur dans la démarche, dans la co-construction des actions qui visent à résoudre des problématiques qui sont au sein de son équipe. Donc là, on s'est évidemment appuyé sur le manager pour y répondre. Et donc, on accompagne l'ensemble des managers dans les clés d'une restitution réussie. On a mis en place des webinaires avec l'aide de Zest pour justement identifier quelles étaient les bonnes pratiques à mettre en place, quelles étaient les questions à poser aux collaborateurs, tout en respectant évidemment l'anonymat des réponses, mais pour le pousser à réfléchir sur les sujets de reconnaissance, ce sur quoi il était en attente par rapport à cette reconnaissance collectivement au sein de l'équipe. On a aussi une question autour des valeurs PEPS et comment est-ce qu'elles sont justement appliquées par l'équipe ou par l'ensemble des directions. Donc là, on cherche à analyser de façon plus fine avec le manager quelles sont les actions qui peuvent être mises en place. Et on s'est aussi appuyé sur Zest pour les formaliser dans l'outil, puisqu'au sein de la solution Zest, on a un module qui nous permet justement d'écrire les plans d'action et surtout de confier la responsabilité de la mise en œuvre à un collaborateur. Et donc ça nous permet d'avoir finalement de s'assurer que les plans d'action sont bien suivis, d'avoir finalement une vision globale dans l'ensemble de l'organisation des éléments qui sont mis en œuvre. Et puis pour le collaborateur, c'est hyper transparent. Il voit très clairement quels sont les plans d'action qui sont inscrits dans l'équipe, qui en est responsable, comment est-ce que je peux contribuer moi aussi à faire en sorte de le résoudre et d'avoir un suivi finalement sur l'ensemble de l'année pour s'assurer de leur mise en œuvre. Ça, c'est hyper important. Oui, non, je vois, enfin, pour te laisser respirer un peu 2 secondes, mais effectivement, c'est clé. C'est-à-dire que souvent, le travers, donc c'est un projet, on va dire, allez, RH, peu importe qui porte vraiment. Et donc, c'est cette entité équipe projet qui, quelque part, comme Atlas, veut porter le monde. Et donc, les plans d'action, c'est nous qu'il faut qu'on convainc la direction générale, qu'on convainc les managers, etc., pour faire des plans d'action globaux, etc. La réalité, c'est que c'est l'affaire de tous et que ça ne marchera comme tu l'as démontré, tu l'as rappelé, d'affaire de tous. Et la bonne façon de faire, c'est pas d'être en mode reporting, dictat, c'est d'être dans une démarche un peu collaborative. Donc la démarche collaborative, ça ne marche si il y a du sens, donc la data justifie le pourquoi, voilà. Si ça s'inscrit dans la durée, s'il y a de la responsabilisation, tu l'as donné, si c'est effectivement on donne de l'autonomie sur un certain niveau, et la transparence. Et c'est pas, cette transparence n'est pas là pour faire du reporting, flicage, comme tu l'as dit, c'est plus pour entretenir la dynamique, voir où il y a des gens qui sont peut-être en retard, qui ont peut-être besoin d'aide, etc. Et aussi, c'est une émulation, faut se le dire aussi. Hein, quand on voit que les petits copains avancent, ça donne un peu de boost pour dire qu'il n'y a pas de raison que ça n'avance pas sur ce point-là. Alors, il y a d'autres utilisations intéressantes de votre côté que tu as évoquées, notamment autour de la fierté, qui est un point vraiment important et en général sous-estimé dans ce genre de démarche. Ouais. C'est vrai qu'on a introduit ce webinaire avec cette idée de fierté autour de notre démarche de commerçant autrement. Et on voit aussi avec la présentation des résultats que les collaborateurs sont fiers finalement des scores qu'ils obtiennent et de voir que l'organisation collectivement avance et arrive à résoudre certaines problématiques qui étaient existantes il y a quelques années, qui ne le sont plus aujourd'hui. L'onboarding, c'est un point d'ailleurs qui montre bien ce schéma-là. Et donc, nous, on a voulu aussi finalement exprimer ce sentiment de fierté à l'extérieur. Et Zest a mis en place une démarche de labellisation des scores obtenus, des résultats obtenus au sein des enquêtes, avec notamment un label Top Expérience Collaborateur qui permet d'avoir justement une démarche qui est certifiée par un acteur, un tiers de confiance, qui est complètement objectif sur la chose et qui permet justement de marquer la reconnaissance de l'engagement que l'entreprise met en œuvre pour améliorer l'expérience de ses collaborateurs. Donc ça, on le valorise dans le cadre de notre démarche de marque employeur
On voit un exemple là, effectivement, de post qui a animé la communauté et la page de notre entreprise Système U. Et c'est vrai que juste enfin, et c'est un peu à la carte, c'est-à-dire qu'il y a le top, j'allais dire top employeur, c'est pas ça, mais top expérience collaborateur, c'est pour être un peu sur la méthodo, c'est d'atteindre un niveau de satisfaction égal ou supérieur à 8 sur 10 sur un ensemble de critères qui font la mesure de l'expérience collaborateur. Et dans cette démarche de certification, de qualification de vos atouts, c'est aussi, et des fois c'est souvent avant d'arriver à être au niveau de 8 sur 10, c'est de pouvoir valoriser des points qui sont clés dans votre valeur et dans votre promesse, dans votre, on va dire, comment vous engagez vos futurs collaborateurs dans votre communication. Donc, par exemple, on parle de sens, c'est important. Bah, vous l'avez dit, tu l'as montré dans la vidéo. Bah, vous pouvez indiquer ça. On a un client qui met en avant l'alignement avec la stratégie de l'entreprise. Un autre, comme Chantel, par exemple, qui met en avant les relations avec les collègues. Donc, c'est en fonction de vos valeurs, en fonction de votre communication. Bah, c'est pas un espèce de prix global, c'est très factuellement nos collaborateurs nous notent quelque part en interne ça, et c'est effectivement une intervention en tant que tiers de confiance du côté Zest. Et je crois que vous avez un peu étendu encore l'utilisation de cette logique de mesure de la dimension humaine de l'expérience et de vos projets avec des projets ICAP. Tu peux nous en parler 2 minutes et puis avant qu'on finisse avec les questions. Oui, alors c'est vrai que maintenant, on parle plutôt de demain. Nous, on entre dans un nouveau cycle avec la coopérative, puisque ça y est, le projet de transformation, maintenant, ça fait un peu plus de 5 ans qu'il a été mis en œuvre. On voit que voilà, les enjeux sont assez stables et que l'organisation est plutôt bien structurée et qu'il n'y a plus de sujet de mécompréhension de la contribution des collaborateurs au projet global de U au sein des équipes de Enseigne. Donc, on entre dans un nouveau cycle où maintenant on va porter notre entreprise d'ici à 2030 avec une ambition et un cap qui a été fixé, avec un projet stratégique qui a été construit par nos associés, les chefs d'entreprise des magasins qui sont indépendants, je le rappelle. Et maintenant, pour que justement cette ambition soit une réalité et que les plans d'action soient définis, il faut qu'on arrive à faire en sorte que le collaborateur soit acteur dans la démarche et participe. Il faut qu'il soit acteur dans effectivement l'accomplissement des objectifs qui sont les siens et qui sont liés à sa direction, que ce soit par exemple sur l'amélioration de la part de marché e-commerce pour en citer qu'un, mais il faut aussi qu'il soit en connaissance des autres maillons de notre stratégie d'entreprise, parce que c'est en activant l'ensemble des leviers qu'on arrivera justement à réussir cette ambition. Et là, encore une fois, pour améliorer la transversalité, la compréhension de la contribution de chacun dans ce nouveau plan stratégique, on est convaincu que Zest peut nous accompagner, notamment avec la démarche ICAP, que tu peux peut-être présenter un peu plus en détail, David. Oui, la méthode, enfin l'approche, c'est une méthode qui existe, hein, qui part aussi un peu de ce principe de on ne manage que ce qu'on mesure, et quand on veut manager le changement, une transformation, une stratégie, il faut, on va dire, apprécier le plus tôt possible et voir si ça évolue dans le temps, dans la dynamique, on va dire, d'adoption quelque part dans l'entreprise. Eh bien, si les gens, enfin, en gros, impactés sont suffisamment informés, comprennent les choses, parce que informer c'est une chose, mais comprendre, après s'approprient foncient les choses et en voient quelque part la satisfaction, le bénéfice in fine. Donc c'est vraiment ce monitoring sur lequel les pilotes de la transformation d'une stratégie vont pouvoir avoir des indicateurs avancés de la performance in fine. On sait que 70% à peu près des projets stratégiques ou de transformation n'atteignent pas leurs objectifs. Et la principale raison, c'est pas que les stratégies ou les initiatives sont mauvaises, c'est qu'on ne sous-estime la dimension d'appropriation, d'alignement et de mise en œuvre concrète par tous les acteurs, les parties prenantes. Donc c'est vraiment ça le dispositif. On a des clients qui utilisent aussi pour, on va dire, identifier si les commerciaux, ont bien compris le brief du nouveau produit. Parce que si la performance commerciale, si les commerciaux ne savent pas bien utiliser le nouveau CRM et n'ont pas bien compris ou ne sont pas à l'aise avec l'argumentaire commercial du nouveau produit, du nouveau service, c'est un prédicteur concrètement de performance. Et donc, de plus en plus, l'ARH et ses dispositifs d'écoute collaborateurs sont connectés à des enjeux business et stratégiques. Et vous êtes exactement dans cette dynamique et on vous encourage de le faire. Je vous propose pour finir de prendre vos questions. Hein, donc, n'hésitez pas à les poser maintenant. Il nous reste plus beaucoup de temps.
Voilà, et bien entendu, avec d'abord tout de suite, merci Antoine d'être un de nos clients, un de nos 300 clients. C'est super. Voilà, en gros, c'est un vrai kiff de t'avoir et de partager à la communauté RH ce retour d'expérience qui, je pense, est vraiment inspirant. C'est ce qui nous anime chez Zest. On est 50 talents focus sur cette mission d'aider les entreprises, quelles qu'elles soient, à améliorer leur performance humaine. C'est tellement important pour la vie des collaborateurs, mais aussi pour l'entreprise. Et on est ravis de le faire avec Enseigne et on serait ravis de le faire avec ceux qui nous écoutent. N'hésitez pas à nous solliciter. Vous verrez, c'est toujours quelque chose qui est très enrichissant et très intéressant. Alors, je regarde éventuellement les dernières questions qu'on pourrait prendre. Ah oui, quel indicateur clé de la réussite finalement tu retiens, toi en gros, si tu croises le directeur général, Antoine, et tu dis, bah, c'est quoi l'indicateur clé de notre réussite quelque part? Bah, finalement, c'est un peu un résumé de ce que j'ai dit. On avait un sujet majeur qui était justement d'améliorer l'expérience manager sur ces 3 dernières années. Et là, on s'est rendu compte que voilà, les plans d'action qui ont été mis en œuvre ont porté leurs fruits. Maintenant, donc ça, c'est un indicateur qui est clé. Et ce qu'on voit notamment à travers du score INPS, qui est assez global parce que c'est pas juste un score, encore une fois, c'est une façon d'analyser en profondeur l'ensemble des éléments qui sont inscrits dans cette démarche. Et on voit qu'il y a un fossé qui peut se créer entre la population des non-managers et des managers. Ça va être l'objet justement de nos plans d'action sur les prochains mois. On va faire un focus spécifique sur cette population-là de non-managers pour faire finalement la même chose que ce qu'on a réalisé avec la population des managers et s'assurer que finalement le succès soit aussi au rendez-vous pour cette population. Alors, il y avait une question sur Mejda l'a rappelé, je crois, c'est 2 fois que je l'ai vu, donc ça va être important important. Est-ce qu'il y a eu des actions spécifiques pour les managers de managers? Alors moi, j'ai quelques Ouais. retours d'expérience sur d'autres clients, mais j'avoue que je ne sais pas pour vous. Oui, alors nous, effectivement, on a voulu cibler de façon très large les 550 managers. Après, on a fait quelques segmentations, notamment avec des managers des grosses équipes qu'on a accompagnés un peu plus en proximité. C'est d'ailleurs à eux en priorité qu'on a mis en place le dispositif de formation qui finalement a été élargi aux 550, parce qu'on s'est dit que à partir du moment où même on manage une personne, on a besoin d'être aussi outillé et aussi bien équipé qu'un manager d'une grosse équipe. Et on a aussi pris du temps à accompagner la population de ce qu'on appelle les cadres clés, qui sont les top 50 managers de l'organisation. Et là, pour le coup, on a une régularité de fréquence. On organise des réunions trimestrielles où à chaque fois, on revient sur le projet managérial. On s'attache à regarder dans détail l'analyse des résultats des managers et à construire aussi collectivement les actions. Donc, la charte managériale a été construite avec eux. Le dispositif de formation du parcours PEPS a été construite avec eux. À chaque fin de module, on revient prendre la parole avec eux pour s'assurer que, bah voilà, s'il y a des choses un petit peu à enclencher, des actions sur lesquelles il faut s'appuyer, des dispositifs à mettre davantage en avant que d'autres, bah, ce soit le cas. Donc oui, on fait un focus quand même spécifique par rapport à ces 50, maintenant 60 cadres clés qui sont les managers des managers. Alors, tout petit, puis dernier point pour partager un retour d'expérience, on s'est rendu compte dans l'analyse chez un autre client que plus on était haut dans l'organisation en tant que responsabilité managériale, donc plus on était vers des positions de leadership, eh bien, plus il y avait éventuellement des soucis dans l'alignement avec la stratégie d'entreprise, ce qui est un peu embêtant, vous le comprendrez. Et donc, il y a eu un plan d'action bien sûr spécifique, notamment au travers de séminaires de direction générale ou de séminaires de top management, pour justement discuter concrètement de ça, parce que ça ne pouvait pas continuer. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas, l'entreprise, réussir la stratégie s'il n'y avait pas ce fameux alignement par le haut quand on déploie ces genres d'intentions et d'ambitions. Donc, merci encore beaucoup à toutes celles et tous ceux qui ont bravé l'heure du déjeuner, enfin la pause du déjeuner pour nous écouter et partager de ce retour d'expérience très enrichissant de la collaboration Enseigne avec Zest. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à nous solliciter. Pour ceux qui nous écoutent, vous avez bien fait en différé de nous écouter et de faire de la concurrence à Netflix. On est très contents. Antoine, un grand merci pour cette collaboration et ton témoignage. Et à Avec très plaisir. bientôt. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.